Bonjour à tous. Moi, c'est Ilham Barakat. Donc, on va regarder tout de suite comment structurer, formaliser une estimation de taille de marché adressable à la fois attrayante et crédible. Donc, on va regarder ensemble comment définir ma taille de marché, comment définir ma cible client, à qui je vais m'adresser et quelles sont les différentes potentialités justement en termes de taille, en termes de clients. Donc, pour commencer, comment aller de l'idée à l'étude de marché? Donc, avant même de commencer mon étude de marché, de voir où est-ce que je me positionne, quel est le potentiel que je pourrais justement tirer de ma solution et de mon produit, bah, en fait, où est-ce que je suis? Est-ce que mon produit est une activité économique disponible? C'est-à-dire, est-ce que le marché est déjà florissant avec des produits et que justement, moi, j'ai un produit de qualité et j'ai une certaine confiance dans mon produit. Du coup, j'intègre un marché, une économie déjà disponible avec des clients disponibles. Est-ce que c'est un besoin nouveau ou en fait, j'ai détecté certains besoins de certains clients de mon entourage ou autres et là, je vais offrir un produit nouveau répondant à un besoin nouveau du coup, ou est-ce une innovation? Et là, par contre, c'est différent du besoin nouveau, c'est-à-dire que c'est moi qui crée le besoin. J'ai pensé à une innovation à laquelle personne d'autre n'a pensé avant moi. Et là, en fait, je propose un produit nouveau et je crée le besoin, du coup, avec de nouveaux besoins par la suite. Du coup, j'ai besoin de bien comprendre mon environnement. Où est-ce que je me situe par rapport à ma solution que je propose? Donc, l'étude de marché se passe en 4 étapes. D'abord, je segmente ma clientèle, à qui je m'adresse, quelle est ma cible client. Deuxièmement, comprendre cette clientèle-là, qui elle est réellement, qu'est-ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, etc. De l'empathie, beaucoup d'empathie, on en parle beaucoup lors du programme, pas que celui-là, de tous les programmes que nous travaillons avec la Startup Factory, parce que c'est justement la clé du succès et du principe de user-centric et du design thinking. Donc, connaître les concurrents, qui est avec moi sur ce marché-là, est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce qu'il n'y a pas, quels sont les types de concurrents qu'il y a, comment je les traite, comment justement je les étudie pour mieux me positionner et pour mieux offrir une réponse et une solution à mes futurs clients et se positionner. C'est-à-dire, une fois que j'ai ciblé ma clientèle, que je l'ai segmentée, que je l'ai comprise, que j'ai compris qui est avec moi sur ce marché-là, où est-ce que moi je me situe dans tout ça. Donc, on va regarder étape par étape comment on peut les définir pour nous aider justement à arriver à ce positionnement-là et donc à définir l'opportunité marché que nous avons. Donc, le premier point, c'est la segmentation des clients. Donc, la segmentation des clients, il y a 3 critères que nous pourrons utiliser ou séparément, c'est-à-dire on peut définir un critère de segmentation et dire c'est celui-là et je le suis, ou on peut prendre plusieurs et les définir autant qu'on veut. Généralement, c'est des critères sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, la profession, le sexe, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est des enfants, est-ce que des personnes âgées, est-ce qu'on cherche des cadres plus ou est-ce qu'on cherche justement des personnes à revenus moyens ou pas, aisées, est-ce qu'on c'est du luxe ou pas. Donc, on regarde un peu les critères sociodémographiques de notre clientèle ou sinon c'est des critères psychographiques, à savoir l'opinion de la personne, sa fonction dans l'entreprise, son mode de vie, est-ce que c'est des sportifs, est-ce que c'est des personnes natifs digitaux qui aiment la technologie, est-ce que c'est des passionnés de technologie ou pas. Donc en fonction de mode de vie de la personne, on va voir quel type de personnes nous souhaitons cibler.
Ou en dernier, un critère comportemental, c'est-à-dire quel est le comportement de la personne d'habitude. Est-ce que c'est des personnes là par contre ça va être dans l'utilisation. Le comportement c'est dans l'utilisation. Est-ce que c'est des personnes qui aiment par exemple pour le paiement, qui aiment payer en ligne? Est-ce que c'est des personnes au contraire qui préfèrent le cash? Est-ce que c'est des personnes qui aiment se déplacer, qui aiment commander en ligne, qui aiment commander par téléphone? Pour donner un exemple d'ailleurs qui date pas plus loin qu'hier, où je parlais avec une copine et sachant que justement on est toutes les deux du même âge, du même sexe, on a quasiment la même profession, et ben en fait en termes de livraison à domicile, elle préfère appeler au téléphone et passer sa commande, chose que moi du tout je préfère pas du tout. Et moi c'est plus application mobile où je passe ma commande sans parler à personne et je reçois, comme ça je suis sûre de ma commande. Donc justement c'est là où je dis faut bien savoir quel segment nous ciblons. Est-ce qu'on veut prendre un critère rester large, juste sociodémographique? En fait, plus on descend, vous allez voir, plus on rentre dans la spécificité, jusqu'à arriver au comportemental. Et là, c'est les préférences de la personne en fonction de son comportement. Le deuxième point, c'est comprendre mon client. Alors, la meilleure façon pour comprendre son client, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'empathie map. C'est une cartographie qui nous permet de se mettre à la place de notre client et de voir ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc, et toujours par rapport à notre situation. Il ne faut pas oublier notre problématique initiale parce que là, on est déjà sur on arrive déjà à la segmentation. On a regardé ce matin la problématique, la définition de la problématique, la solution, la définition du produit. Donc, une fois on a défini tout ça, on est en train de se positionner sur un marché et de définir justement notre environnement et notre marché. Ben, dans ce sens-là, je vais me dire par rapport à ma solution, si j'étais client, ben, ce client-là, une fois je l'ai segmenté, ben, je sais par exemple, c'est une clientèle féminine d'un certain âge qui préfère utiliser le digital. Ben, si elle devait utiliser ma solution, que pensera-t-elle, que ressentira-t-elle, qu'est-ce qu'elle attend justement de cette solution-là? Si elle devait le dire ou faire quelque chose concernant ma solution, quelle serait cette chose-là? Et qu'est-ce qu'elle voit? Comment elle peut percevoir ma solution? Parce que votre solution, vous l'avez conçue, vous avez un certain œil qui est interne, mais une personne externe, si je devais me mettre dans la peau de mon client, comment il perçoit la chose, comment il perçoit cette solution et comment il la voit. Et une fois on a défini tout ça, on se dit, OK, maintenant je sais ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, comment il me perçoit, ce qu'il va dire ou faire en fonction de justement ma solution. Ben, s'il devait l'utiliser, cette solution-là, quelles seraient ses peurs, obstacles ou frustrations et quels seraient ses gains et avantages. Pourquoi cette empathie map? C'est pour mieux orienter aussi bien votre solution que le marché que vous adressez. Parce que il faut que je sache à qui je parle. La première erreur à éviter, c'est d'essayer de toucher tout le monde. En essayant de vendre à tout le monde, en fait, on vend à personne. Parce que ça reste trop large, trop vague, et personne ne se sent vraiment concerné. Et du coup, on passe à côté de beaucoup de potentiel. N'hésitez pas à commencer petit, vraiment, à rester focus. Vaut mieux garantir un certain type de clientèle et par la suite s'agrandir. Mais quand on commence, ça va rester focus, bien connaître sa clientèle, bien la comprendre pour pouvoir lui présenter la meilleure solution de la meilleure manière. La troisième étape, c'est connaître ses concurrents. Donc, comme j'ai dit au tout départ, déjà savoir où est-ce que je me situe. Est-ce que c'est une activité déjà existante? Est-ce que c'est un nouveau besoin avec des concurrents aussi existants? Ou est-ce que c'est une innovation dont je suis le seul détenteur et que je m'implante sur ce marché-là? Donc, les concurrents, il y a 3 types. Il y a des concurrents directs, des concurrents indirects et des futurs concurrents. Donc, les concurrents directs,
comme son nom bien l'indique, c'est des concurrents qui proposent quasiment le même produit que moi, pour la même clientèle, répondant aux mêmes besoins, donc la même solution, et que au final, la différenciation va être ou le tarif ou la qualité, mais le produit est quasi le même. Les concurrents indirects, c'est des concurrents qui répondent aux mêmes besoins, mais avec des produits et des solutions totalement différentes. Et justement, l'expérience que j'ai eue en coachant plusieurs startups dans les différents programmes, très souvent, on passe à côté de ces concurrents-là. En coachant des startups, j'ai déjà entendu dire oui, mais on est les seuls sur le marché à offrir ça. Et la question que je pose, offrir quoi? Parce que la concurrence, c'est par rapport aux besoins, pas par rapport à votre produit. C'est-à-dire, peut-être que vous proposez un design unique ou une technologie unique qu'il n'y a que vous qui proposez, mais qui répond à un besoin qui est le même qu'une autre solution, peut-être utilisant une technologie moins bien ou plus ancienne, ainsi de suite. Donc, ne jamais perdre de vue aussi les concurrents indirects parce que ça vous permet de définir le potentiel marché. S'il y a encore de la place sur le marché ou pas, et comment vous allez vous positionner sur ce marché-là. Il n'y a pas que les concurrents directs proposant les mêmes solutions que vous qui sont importants à regarder, mais il faut aussi savoir bien connaître son marché, et bien connaître son marché, c'est vraiment avoir une vision 360 et aller même jusqu'au futur concurrent. C'est quoi un futur concurrent? C'est un concurrent qui aujourd'hui ne propose pas la même solution que nous et qui ne répond pas aux mêmes besoins que nous, mais qui pourrait l'être. Je prends par exemple, en restant sur la lignée de Apple, parce que depuis ce matin, je regarde, je suis aussi les formations. J'ai vu qu'Omar a donné l'exemple de Apple et que Nabil aussi, donc je continue. Il y a quelques années, on n'aurait jamais cru que Apple proposerait du paiement ou de la télé. Donc, qui aurait cru que justement Apple va proposer du paiement Apple Pay, qui aujourd'hui est concurrence de grands acteurs financiers. Ben, c'est des concurrents futurs justement. Comme par exemple aujourd'hui, pour prendre l'exemple du marché marocain, les telcos, en fait justement les télécoms, concurrencent les banques grâce aux solutions de mobile payments. Du coup, il faut vraiment bien cerner son marché et voir au-delà, parce que ces personnes-là, si on les détecte en amont, peuvent devenir des partenaires au lieu qu'ils soient des concurrents. D'où l'intérêt de les connaître et de les détecter bien en amont. Et comment on le fait? C'est en connaissant bien notre marché et en l'étudiant avant de se lancer ou peut-être au départ du lancement. Se positionner. Alors j'ai pris, c'est l'heure du goûter. J'ai pris l'exemple des chocolats. Alors le positioning map, c'est où est-ce que je me positionne justement par rapport à cette concurrence. C'est très très important. J'ai remarqué que beaucoup de startups oublient un peu cette partie-là, ou peut-être ils considèrent que ça donne pas beaucoup de valeur ajoutée à leur proposition, surtout par rapport à un investisseur. Moi, je dis que si ça se trouve, c'est peut-être l'une des étapes les plus importantes sur la partie marché, pour la simple et bonne raison, c'est qu'un investisseur, peut-être, il connaît très bien les concurrents dont vous avez parlé, parce qu'ils sont bien positionnés sur le marché, et le fait de lui montrer où est-ce que vous vous positionnez par rapport à eux, va lui permettre à lui de comprendre le potentiel ou de le voir, et peut-être même à vous au tout départ quand vous allez choisir votre positionnement, de voir le potentiel gain derrière, le potentiel chiffre, le potentiel volume que vous allez avoir sur ce marché-là. Donc le positionnement, c'est vous qui le choisissez par rapport au prix, par rapport à la qualité que vous offrez, la qualité de service. Après, les deux
Les deux axes, vous pouvez les définir comme vous voulez en fonction de votre solution. Parfois, ça peut être de la technologie utilisée, parfois ça peut être du SAV, ainsi de suite. Donc, vous choisissez les axes. Le plus important, c'est de positionner les différents concurrents. Et si j'ai un conseil à donner, c'est d'essayer de se positionner là où il y a quasiment personne, où il y a peu de personnes. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide et donc là où il y a du vide, il faut le remplir et quand on le remplit intelligemment, on en tire profit. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de faire le positioning map parce que ça vous permettra de savoir où vous allez. Où est-ce que vous vous positionnez, parce que c'est bien de définir la concurrence et qui est notre concurrent direct, indirect, etc. Mais si on ne se positionne pas, c'est-à-dire, en fait, le positionnement nous permet de savoir qui on veut être sur ce marché-là pour le lancement. Encore une fois, une taille de marché, un positionnement de marché n'est pas figé dans le temps. C'est pas parce que vous allez commencer sur ce positionnement-là que vous allez demain y rester au bout de 5, 6, 7 ans ou même au bout d'une année. Tout dépend de l'évolution de votre marché, de la demande et des clients que vous allez potentiellement avoir. Donc voilà, pour résumer, n'oublions pas les 4 étapes. Oula, j'ai fait je reviens, voilà. Juste pour résumer, les 4 étapes, c'est la segmentation de ma clientèle, la compréhension de ma clientèle, je recommande vivement l'empathie map, la connaissance de ma concurrence. Beaucoup oublient les concurrents indirects et les futurs concurrents. C'est ces deux notions qui vous permettront vraiment de prendre de l'avance sur le marché. Et le positionnement, c'est en fait ce qui résume un peu les 3 premières étapes et c'est la clé pour savoir quel est le potentiel marché sur lequel vous vous positionnez. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va garder quelques minutes si vous avez des questions. Je sais pas, vous pouvez les poser en direct ou par écrit. Je suis à votre écoute si vous êtes toujours avec nous. On va regarder ça. Alors, il lève la main. Alors, le premier, c'est Yacoub. Bonjour Yacoub. Est-ce que vous avez une question? Je vous écoute. Je ne sais pas si ça sera par écrit, oralement. Ok, là, on entend. Allez-y. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous remercie. Je vais m'exprimer parce que je me sens bien plus compétent en anglais, mais alors, so thank you so much for the presentation. I have a question about how to estimate your TAM, your total addressable market. So yeah, this is my question, like in 2 words. Thank you so much. Non, j'ai compris. Ok. Donc moi je vais répondre du coup en français. Il y a un interprète qui va traduire. Mais j'ai très bien compris la question. Il n'y a pas de souci. Oui. Le TAM, en fait, comment l'adresser ou comment le définir? Moi, en fait, justement, pour commencer, ce que je disais au départ, je recommanderais plutôt de commencer sur un cœur de cible, parce que le TAM, finalement, pour donner un exemple, si j'ai une application mobile que je propose comme solution, ben mon TAM, c'est toutes les personnes ayant un smartphone. Alors que pour un meilleur positionnement, moi j'irais encore plus en cœur de cible, c'est-à-dire en fait des personnes utilisant le smartphone, natifs digitaux d'un certain sexe, âge et allant un peu plus dans le détail en termes de segmentation, parce que le TAM c'est pas très surtout quand on démarre, moi je pense que c'est pas très révélateur du potentiel marché, mais c'est plus potentiel marché à long terme, mais pas à court terme. Moi personnellement, après c'est un conseil personnel, je pense qu'on doit aller plus finement dans la définition de la taille du marché. Bon, je sais pas si ça répond à votre question.
Très bien, merci. Alors, j'ai une question par WhatsApp. Oui. Comment définir un concurrent futur? Alors, le concurrent futur, c'est essayer de voir autour de moi, dans mon marché, par rapport à ce que je propose comme solution, quels sont les différents partenaires potentiels. Et donc, ces partenaires potentiels pourraient par la suite devenir des concurrents potentiels. S'ils ont la technologie, s'ils ont la même clientèle que moi, s'ils ont, par exemple, aujourd'hui, comme j'ai donné l'exemple des telcos, quand on a commencé à lancer les applications mobiles pour les banques, en fait, le mobile banking, il y a les SMS. Donc, en fait, pour confirmer le code, justement, d'application mobile, etc. Du coup, les telcos, c'était des partenaires. Donc, quand on travaille en étroite collaboration avec ces partenaires et quand on suit dans le temps, on peut les repérer à l'avance, pas jusqu'à ce qu'ils deviennent concurrents. Et il y a aujourd'hui des banques qui étaient intelligentes et qui ont travaillé avec des partenaires, justement pour qu'il n'y ait pas cannibalisation et qui deviennent pas des concurrents prenant une part de marché. Et donc, pour résumer, les futurs concurrents, c'est très souvent des partenaires potentiels. Donc, voir la technologie, voir la typologie de clients que nous adressons et que ces concurrents futurs ou ces partenaires adressent aussi. Une autre question, je vois, il y a encore 2 mains levées peut-être, 3 même. Ça s'écrit. Ah, alors Ryan ou qui ça, Almami. Bonjour. Oui, je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai une question. Oui. J'ai un produit qui a plusieurs services qui... Je ne vous entends plus, ça coupe. Est-ce qu'on doit chercher les concurrents, à chaque service, on doit chercher des concurrents globaux des services ou du produit lui-même? Excellente question. Ça rejoint... Comment? Il a écrit le... D'accord. Alors, si j'ai bien mon produit a plusieurs services à offrir, dois-je définir les concurrents de chaque service ou bien chercher juste les concurrents globaux? Ou plutôt de façon, les concurrents répondant aux services globaux, de manière globale. Ça rejoint la typologie de concurrents. Donc, si vous cherchez uniquement les concurrents qui répondent aux services de manière globale, on est sur de la concurrence directe. Et donc, vous passez à côté d'autres concurrents qui pourront justement vous concurrencer sur d'autres services. L'idéal, c'est de faire vraiment les deux. C'est-à-dire que de définir quels sont les clients qui répondent à ma problématique de façon globale, donc qui offrent aussi des services de manière générale, plusieurs services de la même manière que moi, et définir les concurrents indirects. Et là, les concurrents indirects sont ceux qui répondent à certains de mes services et donc qui répondent à certaines problématiques de mes clients et qui pourront par la suite récupérer mes clients. Donc, et c'est bien de se positionner sur les deux. Donc, la réponse est qu'il faut connaître les deux. Ça répond à votre question ou il y a un complément? Ou on prend peut-être Ryan. Ryan, on vous écoute. Le son est très très bas. Ryan? Pardon? Oui. Vous pouvez m'écouter? Comment? Vous pouvez m'écouter? Oui, oui, là j'entends. Là j'entends. Bonjour madame. Merci Bonjour, beaucoup. avec grand plaisir. Donc j'ai une question à propos des différents types des concurrents, mais surtout donc les concurrents directs et indirects. Donc les bootcamps en fait c'est une startup éducative qui emploie une méthodologie innovante de formation des développeurs informatiques. Mm-hmm. Il y a d'autres disons bootcamps qui sont similaires à les bootcamps, mais qui emploient et qui utilisent des différentes méthodologies. Mais le résultat est plus ou moins le même. Peut-être que ça diffère en qualité. Est-ce qu'on peut considérer ces
ces concurrents-là, concurrents directs ou indirects? Si ils proposent le même produit avec la même solution, c'est des concurrents directs. C'est-à-dire, si ces bootcamps offrent de la formation et de l'accompagnement pour répondre à la même problématique, moi, je considère que c'est des concurrents directs. Même si le processus d'apprentissage est différent et la méthodologie d'apprentissage est différente? C'est de l'apprentissage, en fait. C'est pas la méthodologie qui prime, mais c'est de l'apprentissage. L'apprentissage, donc, c'est direct. D'accord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, il y a Omar Ngam. Bonjour, madame. Bonjour. Ma question, c'est par rapport à comment se positionner dans un marché qui existe déjà. C'est-à-dire quand on fait face à un marché dans lequel les concurrents potentiels sont ceux qui fixent les règles de ce marché. Et je suis quelqu'un qui veut intégrer ce marché, mais selon mes méthodes, selon mes contextes. Comment je peux me mesurer à ces concurrents? L'idéal, c'est de justement, d'où l'intérêt du positioning map. En fait, la positioning map vous permet de voir où il y a le vide. Donc, l'idée, c'est de définir les deux axes et de positionner ces concurrents dont vous parlez. Donc, une fois que vous les avez tous positionnés, vous voyez où il y a le vide. Donc, ça peut être le prix et la qualité, ça peut être la technologie et le service. Donc, en fonction, quel est votre produit? C'est un service de crédit mutuel, mais sans intérêt par rapport aux institutions financières qui imposent des taux d'intérêt plus élevés, qui limitent l'accès voilà. Par rapport à des gens qui n'ont pas Donc accès. là, votre positionnement, il est très clair et c'est très bien. Donc sur les deux axes, ça va être justement le prix donc l'intérêt, donc le taux d'intérêt. Et étant donné que vous, c'est sans intérêt, vous êtes sur une partie où justement il y a personne. C'est-à-dire que l'avantage que vous offrez, Voilà. c'est celui-là. Maintenant, ça va être votre positionnement. Le tout sera travaillé sur votre communication et sur votre présentation de votre produit. Ce point-là, étant donné que vous êtes en train d'intégrer un marché existant avec beaucoup de concurrents qui sont bien implantés, l'idée, c'est dans votre présentation de mettre en avant toujours cet avantage-là, ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel, et qui vous différencie par rapport par rapport à la concurrence. D'accord, je comprends. Merci. Ça répond à votre question? Ouais, exactement. Merci beaucoup. On prend une dernière question de la part de... Qui est-ce qu'on prend? Le premier? Il est déjà passé. Alors, Sidi Mohamed, bonjour. Bonjour, en fait, j'ai vu, moi j'ai une application mobile et vous avez dit que pour une application, nos cibles sont des gens qui ont des smartphones. Non, c'est ce qu'on appelle le TAM, c'est-à-dire que si on devait cibler large, ça va être toute personne ayant un smartphone, chose que je ne recommande pas justement. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut bien être plus focus et rentrer un peu plus dans la spécification de la définition de cible. C'était une question d'une personne tout à l'heure qui nous a posé la question de la définition du TAM. Ben justement, le TAM, c'est quand on cible très très large. Quand on débute sur un marché, c'est pas l'idéal. Faut qu'on définisse exactement quelle est notre cible. Si vous avez une solution mobile, ben ça va être les personnes ayant un smartphone, mais il faut rentrer d'autres critères. Est-ce que vous ciblez hommes, femmes, âge, profession, type de comportement? Donc, en définissant tout ça, vous allez avoir votre cœur de cible que je recommande toujours de définir avant de se lancer sur un marché. Merci beaucoup. Une deuxième question. Ah, oui.
J'entends. Comment on fait pour atteindre nos cibles? Comment vous faites pour atteindre la cible? C'est un travail de marketing et de communication. En fait, en ayant justement l'intérêt de bien connaître son marché et de faire l'empathie mapping et de faire positioning mapping et de connaître ses concurrents, vous permettront de bien connaître l'environnement sur lequel vous voulez évoluer. Et en fonction de ça, vous définissez une communication et un marketing vraiment ciblé à cette clientèle-là. Et quand on parle de clientèle, j'ai oublié de préciser le principe du prescripteur, qui est un principe très, très important parfois sur certaines solutions, pour lesquelles le client, en fait, l'utilisateur final n'est pas forcément le client qui va payer. Je m'explique. Par exemple, pour les jouets pour enfants, ou même pour des applications aujourd'hui d'apprentissage pour enfants, etc., le prescripteur, c'est l'enfant, parce que c'est lui qui va l'utiliser, c'est lui qui va demander à ses parents d'acheter. Mais le client qui va acheter, c'est le parent. Donc, en définissant aussi votre cible, définissez et le prescripteur et le client, c'est-à-dire l'utilisateur et l'acheteur. Très souvent, les deux sont les mêmes. Donc, le prescripteur et l'acheteur sont la même personne. Et là, on parle de client direct. Et parfois, sur certains produits, il y a la personne qui demande et la personne qui paye. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je pense qu'on doit arrêter là parce que justement, les coachings personnalisés vont recommencer. Surtout qu'il y a d'autres formations aussi de formateurs qui attendent. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez me joindre. Toutes les startups qui participent au programme peuvent me poser des questions sur LinkedIn avec grand plaisir ou via la Startup Factory. Je vous remercie. Bonne journée.